Bon, on va commencer notre matinée. Donc, c'est bon, on n'est pas trop en retard. Voilà, donc... comme quoi, apparemment, il y a une anticipation sur certains comportements aussi de la part d'Alexandre. Bon, voilà. Et donc, on est accueillis par deux paysagistes qui travaillent au CAUE de Charente-Maritime. Magali et Raphaël qui vont se présenter plus en détail, voilà, et qui vont vous présenter un peu aussi le contenu de leur mission et de leur quotidien de paysagiste. Moi, je les ai rencontrés. Alors, je vous ai pas vus vraiment en face à face, mais moi, je suis venue assister à une manifestation que justement avait organisée le CAUE de Charente-Maritime, qui est un prix qui s'appelle le prix Ressources, qui est un prix que le CAUE a mis en place et qui récompensait des projets à la fois de paysage, mais aussi d'architecture, qui notamment sont plutôt vertueux sur tout ce qui est matériaux biosourcés, voilà, et avec une approche de développement durable. C'était un super moment. Donc en fait, c'était un prix. Le jury était composé d'élus locaux, voilà, pas seulement d'élus urbains, mais d'élus aussi ruraux. De professionnels, il y avait des architectes, donc il y avait des paysagistes, moi, et puis voilà, et c'était un très très beau moment. Donc il y a des rencontres comme ça qui sont très chouettes. Et ce prix, vous pouvez aller sur le site du CAUE. Je crois qu'il y a les projets, et puis voilà, il y a une publication. Ouais. Qui reprend l'ensemble des projets et évidemment les lauréats, bien entendu, au début. Voilà, donc. Moi, je l'ai reçu. Merci beaucoup d'ailleurs. Oui, puis certains de vos projets que vous allez visiter sont aussi dans ce livre. Voilà. Ouais. Voilà, et c'est comme ça que aussi avec Alex, on a eu l'idée de venir organiser ces 2 jours ici, parce qu'on s'est dit qu'il se passait des trucs super sympas quand même ici, et que c'était bien de rencontrer les gens qui sont à l'origine de cette dynamique en fait. Je vous laisse. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Raphaël Duclos, paysagiste concepteur, et ma collègue Magali et Vincent. Voilà. Donc bienvenue déjà à La Rochelle. Là, on va vous présenter en quelques slides ce qu'est un CAUE, nos missions. Donc on va vous parler aussi de nos collègues, ce qu'on fait, voilà, ce qu'on fait dans le CAUE. Et puis après, on va zoomer sur la partie plus paysage, nos missions à nous plus spécifiquement. Et on va avoir des focus sur des projets précis. Ça fait un peu de bruit là. Ça va ? Voilà, et puis on va aussi parler de nos parcours respectifs de paysagistes. Donc déjà, qu'est-ce qu'un CAUE ? Donc vous savez peut-être déjà ce qu'est cette structure. C'est une association. Il y en a à peu près dans tous les départements. Elles sont nées suite à la loi de l'architecture de 1977, considérant que l'architecture, l'urbanisme et l'environnement faisaient partie du bien public, de l'intérêt public. Et donc le CAUE est investi d'une mission de service public. On intervient de manière gratuite auprès des collectivités et des particuliers. Et on intervient sur les thématiques qui font partie du nom de l'architecture, de l'urbanisme, l'environnement et bien sûr du paysage. Ces associations sont financées par la taxe... Oh là, je vais changer de micro, je crois. Est-ce que c'est mieux ? C'est mieux. Voilà. Donc les CAUE ont 4 grandes missions. Tout d'abord, conseiller les collectivités notamment et les particuliers sur leurs projets soit plus spécifiques d'habitat ou soit des projets d'aménagement plus larges. On a également le rôle de former les élus sur des thématiques qui tournent autour de l'architecture, du paysage, sur les espaces bâtis et naturels. Informer tous les publics, donc que ce soit élus, techniciens, grand public, scolaires également, à travers différentes propositions on approfondira un peu plus loin. Et sensibiliser, donc également le grand public, les scolaires, par des actions comme des visites, des expositions,
le prix ressources, des conférences, etc. Des ateliers pédagogiques aussi, puisqu'on intervient pas mal en milieu scolaire. Ouais, on trouve que c'est vraiment important de sensibiliser parce qu'il n'y a pas vraiment la culture de l'architecture ici. La première école d'archi, c'est Bordeaux ou Nantes. Et finalement, on ne ressent pas de culture de l'architecture ici. Donc c'est vraiment important pour nous d'aller jusque dans les écoles auprès des plus jeunes pour, dès le début, leur faire remarquer, leur aiguiser un peu leur regard sur l'architecture et le cadre de vie au sens large, quoi. On est sur un département qui est axé pas mal sur son littoral, aussi sur le tourisme, et il y a moins de sensibilité à d'autres... voilà, à ces thématiques-là, voilà, on ressent ce manque aussi sur les communes de notre territoire. Ça, plus pour information, le CAUE de 17 fait partie aussi de la Fédération nationale des CAUE et puis aussi de l'Union régionale des CAUE, ce qui permet de mutualiser un peu nos savoir-faire, d'échanger sur nos pratiques, de s'inspirer. Voilà, donc c'est toujours des moments riches de rencontres quand on se rencontre entre CAUE de la région, par exemple. Voilà. Le CAUE est présent aussi sur des commissions départementales ou régionales, notamment la CDNPS, donc la Commission départementale nature, paysage et des sites, et également la commission carrière. Et puis après, voilà, il y en a d'autres, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Mais nous, en tant que paysagistes, on est aussi présents sur la commission EVA, qui est l'entretien et valorisation des haies, de l'arbre. Et donc, c'est un programme de plantation de haies sur le secteur agricole, qui est mené par la Chambre d'agriculture et le département 17. Voilà. Puis après, on intervient dans plusieurs comités techniques de pilotage. Vous avez la liste à droite. Voilà. C'est vrai que ça participe à la diversité de notre métier en CAUE, c'est qu'on est aussi bien sur du conseil auprès des collectivités, mais également, ça nous permet de nous ressourcer aussi et puis d'échanger avec toutes les personnes là, qui sont listées à droite. On est en lien avec les ABF régulièrement, les inspecteurs des sites, on participe à des jurys. Enfin, voilà, tout ça, ça enrichit notre quotidien. Alors, l'équipe du CAUE 17, donc sur la première ligne, on a la direction et les fonctions support, donc notre directrice, l'attachée de direction, secrétaire, on a un documentaliste, on a aussi une responsable communication et diffusion culturelle, donc qui s'occupe vraiment de tous les événements, de la sensibilisation, voilà, organisation des expos, des séminaires. On a Amélie Rabin, chargée de pédagogie, donc elle qui est vraiment présente sur la sensibilisation, surtout auprès des scolaires, mais aussi des grands publics. Donc on travaille souvent, elle travaille régulièrement soit avec les architectes ou paysagistes du CAUE. Ensuite, vous avez la deuxième ligne, c'est tous les architectes conseils. Donc chaque architecte, donc on va être bientôt au nombre de 6, on est 5 actuellement. Chaque architecte a son territoire qui correspond à des communautés de communes ou CDA et travaillent plus spécifiquement sur un territoire et ont des permanences aussi auprès de particuliers. Donc nous, on n'a pas ces permanences-là, mais elles travaillent vraiment aussi avec le particulier sur des projets. Voilà. Et puis nous deux, voilà, les paysagistes du CAUE. Donc on intervient sur l'ensemble du territoire. On travaille soit avec les architectes, ou soit en solo sur des projets vraiment spécifiques paysage, mais on croise souvent nos compétences sur les projets qui nous arrivent. Voilà. Oui, il y en a quelques-unes qui sont sur des jurys de concours. Ouais. Voilà. Oui, c'est assez. Enfin, ça dépend des territoires, mais ça reste assez ponctuel. Mais ça arrive qu'on soit aussi sollicité. N'hésitez pas à réagir, hein, on l'a pas dit, mais si vous voulez poser des questions et tout ça au fil du diaporama, ne vous privez pas. Là, il y a une forme un peu officielle d'amphi, mais... Bon, en tout cas, vous aurez du temps après aussi, si vous avez des questions.
Voilà, donc on nous a demandé aussi d'expliquer un peu nos parcours, donc je vais démarrer. Alors moi, ma formation, j'ai d'abord fait un diplôme d'art plastique à l'école des Beaux-Arts d'Angers. Voilà, c'était plus... voilà, j'aimais le dessin, la créativité, etc. Donc j'étais branchée vraiment là-dessus. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai bifurqué et j'ai découvert le domaine du paysage. Et donc je me suis inscrite, voilà, enfin, j'ai passé le concours et donc je suis diplômée de l'école de Versailles. J'ai passé 2 ans à Versailles et 2 ans à Marseille, puisque à l'époque il y avait une antenne à Marseille. Voilà. Ensuite, je suis arrivée ici, j'ai trouvé un poste en bureau d'études en lien avec un cabinet de géomètres du secteur. Donc on faisait de la maîtrise d'œuvre autour de projets de paysage et puis de projets divers de centre-bourg, lotissement, voilà, pistes cyclables. Voilà. Donc après, je suis partie, parce qu'il y a des choses qui me convenaient moins en interne, et puis voilà. Et je manquais on va dire, dans les projets de créativité ou voilà, des choses qui me manquaient dans ce poste-là. Et donc, je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à travailler plutôt sur du jardin de particulier pour travailler sur des choses un peu plus terre-à-terre et créatives voilà, dans cette époque de mon parcours professionnel. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en parallèle, je travaillais aussi un peu sur de la maîtrise d'œuvre, pour des projets de collectivité également, donc j'ai toujours gardé quand même ce lien-là, mais en développant le côté particulier aussi à côté. Voilà. Et depuis 2 ans, non pas 2 ans, 1 an et demi, j'ai voulu voilà, développer aussi autre chose, retrouver un travail peut-être plus d'équipe, toucher à plus de projets. Et le travail du CUE m'intéressait dans tout ce qui était conseil, pédagogie, sensibilité. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait en tout cas. Donc voilà, donc je suis là depuis pas très longtemps. Voilà. Alors moi, je suis diplômée de l'école de Blois, après un bac art appliqué. Donc voilà, j'ai passé 5 ans à Blois. C'était des études qui m'ont beaucoup plu. Suite à l'école de Blois, je suis rentrée dans un bureau d'études à Caen, où j'ai vraiment appris le métier de maîtrise d'œuvre dans toutes ses composantes. Donc c'était hyper enrichissant également. Et puis voilà, au bout de 6 ans, j'en ai eu un peu assez, parce que mes collègues étaient des VRD, des hydrauliciens et aussi des paysagistes. Mais c'est vrai que bon, je remercie quand même mon employeur de l'époque parce qu'il m'a vraiment formée à la maîtrise d'œuvre, et ça c'est une expérience que j'ai pas eu de la même façon depuis. Donc c'est hyper précieux. On sait comment fonctionne un projet. Mais voilà, puis au bout de quelques années, on a aussi envie de changer de région, de changer de personnes, de collègues, etc. Donc je suis revenue dans le coin à La Rochelle. Là, j'ai aussi intégré un cabinet de géomètres qui faisait aussi de la maîtrise d'œuvre en paysage. Donc ça a été bien, ça a été bien 2 ans. Et ça s'est mal fini. En fait, il y avait une intention qui était assez louable au début, et puis il y a eu il y a une crise à un moment donné, et donc là, on sent les employeurs se sont vraiment, comment dire, crispés, et le paysage devenait plus du tout important, quoi. Donc ils sont revenus à leur ADN de géomètre, et c'était beaucoup moins facile. Voilà, donc ça m'a un peu dégoûté du métier à ce moment-là, si bien que j'ai passé un master développement culturel de la ville à cette période-là, parce que j'avais plutôt envie de me tourner vers les métiers culturels. J'aimais bien moi, la structure du polo à Saint-Pierre-des-Corps, que vous connaissez sûrement, qui mêle l'urbanisme et la culture. Il y a vraiment des projets. Alors là, il y a eu un moment où ils étaient vraiment en progression et très très dynamique. Là, je pense que j'ai l'impression que ça baisse un peu, mais donc c'était un peu ce type de structure-là qui me faisait assez rêver à cette période. D'où le master. Bon, et puis après, trouver des boulots dans la culture, c'est quand même pas facile. Ou alors on trouve des boulots très précaires en fait. Et puis le polo, il n'y en a qu'un, c'est à Saint-Pierre-des-Corps, et il n'y en a pas à La Rochelle, quoi. Voilà. J'ai failli, mais bon, après, on a aussi la vie à côté qui fait que... Et finalement, c'est le CAE qui a... Parce qu'au CAE, il y a eu 2 paysagistes pendant un certain temps, puis à un moment, les 2 paysagistes ont été licenciés, donc plus de paysagistes au CAE, pour des raisons économiques. Et à nouveau, en 2019, le CAE recrée le poste de paysagiste.
Donc là, je me suis présentée et j'ai été retenue. Donc, et finalement, le CAUE, c'est une bonne formule dans une entreprise où on travaille, on ne va pas jusqu'au bout de la maîtrise d'œuvre, bien entendu, mais par contre, on mêle un certain nombre d'activités, d'approches. Et la maîtrise d'œuvre qu'on a apprise toutes les deux est hyper utile, parce qu'on sait de quoi on parle quand même si on n'est plus en contact quotidien avec des maîtres d'œuvre. Donc c'est vraiment important pour moi, je pense, d'avoir cet apport-là à un moment donné. Et aujourd'hui, on ne l'utilise pas au quotidien, mais on l'a quand même ancré quelque part, quoi. Voilà. Donc le conseil aux collectivités, donc ça touche au moins une grande partie de plus de la moitié de notre travail quotidien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'apporter aux collectivités une approche, une réflexion plus globale qu'ils n'ont rarement, en fait. Ils nous sollicitent. Donc en fait, les collectivités contactent le CAUE en disant, voilà, on aurait besoin de votre conseil sur tel sujet. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelque chose ou pas? En général, à 90%, on leur répond que oui. Et puis on commence toujours par dézoomer le sujet qu'ils nous proposent, parce que voilà, ils vont nous dire on a besoin de dissimuler des containers, d'améliorer les toilettes publiques. Enfin, parfois c'est des choses assez réduites, mais il y a aussi d'autres sujets plus intéressants à l'échelle de fonds de vallée, de bourgs, d'enveloppes urbaines. Voilà, mais on a toujours besoin. Enfin ça, on le constatait déjà dans nos métiers de maîtrise d'œuvre, mais les élus ne voient que le petit sujet qui les intéresse et n'ont pas ce réflexe de dézoomer. Bon, je pense que vous avez déjà entendu ce couplet, mais c'est toujours. Oui, puis juste. Il manque aussi les toutes petites. On travaille vraiment des fois avec des toutes petites communes où il y a 300 habitants et ils n'ont vraiment pas forcément les compétences ou la sensibilité à ces questions-là. Et donc on leur apporte ce regard extérieur. On vient, voilà. Donc c'est vraiment une richesse pour eux quand ça se passe bien et qu'ils sont à l'écoute. C'est vraiment, ça peut être une richesse en tout cas. Et puis c'est vrai que je pense que les CAUE, même dans d'autres départements, fonctionnent de la même façon. On travaille principalement avec les communes rurales qui n'ont pas les moyens en interne, alors que les villes comme La Rochelle ou Rochefort ont déjà des paysagistes dans leurs équipes. Donc on travaille peu avec les agglomérations dignes de ce nom, quoi. C'est jamais vous qui proposez des sujets aux collectivités, c'est toujours elles qui vous... C'est comme ça en 17, c'est toujours suite à une sollicitation d'une collectivité qu'on répond. Après, on aimerait bien être un peu plus prospectif, mais on n'y arrive pas par manque de temps. Et après, nous, parfois, on impose un peu notre façon de voir. On le verra tout à l'heure par rapport au cours d'école, où là, on dit « Ok, on veut bien travailler avec vous, mais on se permet de dire nous, on veut travailler de cette façon-là. Après, vous adhérez pas, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas... Alors, les seules fois où on contacte les collectivités, c'est lors de visites, de séminaires, où là, évidemment, c'est nous qui proposons une programmation particulière. Mais on ne peut pas se permettre de débarquer dans une commune en disant hey, « Vous avez vu, votre place, elle est vraiment moche, il faut faire un truc là. » Non, ça, on ne s'autorise pas. Mais c'est vrai qu'il y a des territoires où on ne va pas du tout, des communes qui travaillent... ou qui ont même peu connaissance du CAUE, même si on diffuse beaucoup d'informations. Mais voilà, tu avais une question ? Merci. Est-ce que les communes ont tendance à... Enfin, est-ce qu'elles connaissent le CAUE ? Est-ce qu'elles ont tendance à faire appel au CAUE ? Ou est-ce qu'il y a aussi un travail de faire connaître le CAUE auprès des communes ? Bon, il y en a un certain nombre qui le connaissent bien, qui l'appellent, qui le rappellent, qui nous contactent régulièrement, je ne sais pas, tous les 2-3 ans, 5 ans, 10 ans. Et puis il y en a avec qui on ne travaille jamais. Après, il y a aussi des personnalités, les architectes qui sont dans un territoire, et parfois certaines sont là depuis longtemps, donc voilà, bon. On n'a pas toutes les réponses. Question. Est-ce que, c'est une question générale, est-ce qu'on procède d'abord par une présentation, parce que vous avez préparé une présentation à travers les 6 mois festifs, je pense, et ensuite on passe aux questions, ou est-ce qu'on fait un système d'échange? Moi, l'échange me convient bien. Hein. Comme c'est peut-être l'échange au fil de l'eau peut être très bien, ouais. Donc si vous avez des questions sur les sujets d'avant, n'hésitez pas aussi.
Oui. Le CAE interviendra surtout pour les communes. Oui. Est-ce que vous fixez le temps de travail par rapport à chaque mouvement? Non, on se fixe. Alors pour les rendez-vous avec les particuliers qui concernent uniquement les architectes, là c'est un peu plus mesuré, c'est-à-dire que les rendez-vous ils durent 3/4 d'heure, il peut y avoir 2, éventuellement 3 rendez-vous, puis ça s'arrête à peu près là. Enfin, je ne sais pas comment font les collègues pour dire stop, on n'est pas... On ne va pas faire votre PC. Mais après, en ce qui concerne les collectivités, non. Ils savent. Ouais. Parfois, on s'autorise à dire, régulièrement, on a la demande, est-ce que vous pouvez nous faire un estimatif? Et ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Je ne sais pas si d'autres le font, d'autres CAE le font, mais on a aussi ce rôle de ne pas concurrencer les collègues en bureau d'études. Et nous n'entamons pas du tout les étapes de maîtrise d'œuvre et nous arrêtons vraiment à des dessins qui vont être à la main. Enfin, voilà, on n'est pas dans des choses très précises. Donc après, il y a un moment donné où on s'arrête, quoi. Mais c'est vrai que là, on travaillait avec une commune il n'y a pas longtemps. On a déjà fait une étude avec eux en 2008. On est revenu en 2019. Et là, en 2023, on a redit à peu près les mêmes choses pour les espaces publics. Et on a commencé l'étude en disant, alors, ce dossier s'inspire des études rendues en 2008 et en 2019. Et ouais, je voulais rajouter par rapport au temps passé. Après, c'est vrai qu'on est assez libre du temps qu'on investit, même si on sait qu'il faut une certaine limite. Mais on sent aussi s'il faut répondre de manière assez courte, parce que soit on va être à l'écoute ou pas trop. Si est-ce que le conseil va être utile, ou des fois on approfondit parce qu'on sent que ça va être entendu, voilà. Donc on a cette forme de liberté quand même dans en tout cas au CAE 17, hein, peut-être qu'avec les différentes directions et tout ça, peut-être que c'est plus cadré sur d'autres CAE, mais nous on fonctionne comme ça. Ouais. Oui, moi je me demandais c'est quel type de conseil que vous pouvez donner aux particuliers, parce que dans le cadre de... On va le voir. Okay. Il y a une diapo sur ça. Ouais. Super. Alors là, c'est une espèce de liste de l'ensemble des projets auxquels on peut répondre. Il y a évidemment des choses concernant les bâtiments. Donc là, c'est évidemment les architectes qui y répondent. Mais c'est à la fois vaste et varié. Et puis les projets urbains de territoire, on peut aussi être amené à travailler avec les communes sur leurs documents d'urbanisme. Malheureusement, on n'arrive pas à travailler sur la durée avec eux. C'est-à-dire qu'on est sollicité comme personne publique associée, donc aux 3 rendez-vous, lors de l'élaboration d'un PLU, mais ça ne nous permet pas de les accompagner vraiment. Donc si on doit juste faire le censeur et dire « Ah, nous, on aurait fait comme ça », du coup, c'est pas très constructif, parce qu'eux, ils ont déjà travaillé depuis 2 ans et ils le prennent mal, en fait. Ça, c'est une critique qui n'est pas constructive, et ça peut se comprendre. Donc, malheureusement, on ne suit pas beaucoup de collectivités sur les règlements d'urbanisme. Mais après, voilà, il y a une variété de projets. Après, en espace public, il y a tout le panel d'aménagements possibles. Les espaces naturels, c'est peut-être le sujet sur lequel on est un petit peu moins sollicité, aussi parce que les communes, ce n'est pas forcément une thématique dont elles s'emparent, de façon plus marginale en tout cas. Et puis on est assez peu contacté par des grands EPCI, c'est-à-dire que c'est vraiment l'échelle de la commune qui nous sollicite, mais on est rarement sollicité à l'échelle d'un SCOT ou d'une vallée. Donc voilà, je pense que l'entrée aussi ne permet pas pour nous de travailler sur des sujets de grand paysage. Et puis parfois c'est les architectes qui ramènent entre guillemets des projets, et donc c'est des fois en lien avec du bâti ou l'espace public, donc on n'est plus localisé sur des bourgs ou des... Voilà. Une diapo, on ne va pas s'étaler trop dessus, mais c'est vrai que, parce qu'on va y revenir tout à l'heure en forme de focus, mais au CAE 17, on a vraiment envie de développer la sensibilisation et le participatif, donc c'est pour ça qu'on va y passer un peu de temps tout à l'heure. Et nous, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. En fait, on n'aime pas, enfin moi en tout cas, j'aime pas trop proposer une sorte d'esquisse à des collectivités sans qu'ils comprennent en fait comment on réfléchit. Et pour ça, pour essayer de mieux se faire comprendre, on essaie de passer par des
des moments un peu plus ludiques où ils manipulent, où on est sur le terrain, etc. Donc on essaie de le faire le plus possible. C'est pas toujours facile, mais parce que ça demande beaucoup de temps de préparation. Mais voilà, on essaie de toucher tous les publics de façon avec des formes différentes, quoi. Et que ce soit pas trop descendant, en fait. Donc le conseil particulier qui concerne uniquement les architectes, voilà, les collègues reçoivent les particuliers. Voilà, un temps assez court, 3/4 d'heure, donc elles s'imprègnent du sujet très rapidement et font des conseils de tout ordre. Alors il y a souvent l'aspect réglementaire qui est évoqué parce que les particuliers n'ont pas toujours de facilité pour comprendre un règlement PLU, c'est ce qui est normal. Il y a certains PLU qui sont assez corsés. Plus on va sur l'île de Ré et le littoral, et plus ils sont difficiles en fait, enfin contraints. Et après, voilà, il y a je pense que le gros de leur travail, c'est de préciser le projet architectural et de renseigner ces particuliers-là sur le fond de leur projet, quoi, et pas forcément d'appliquer un truc, une forme, une réponse toute bête ou automatique, quoi. Voilà, bon, je passe un peu. Ensuite, il y a un certain nombre de publications qui ont été faites les années précédentes. Donc, il y a des chartes architecturales et paysagères sur presque tous les territoires, qui ont quelques années, mais à la fois, comme ça parle pas mal de patrimoine, ça reste. Tu voulais? Il y avait une question. Ouais. C'est bon, ouais. Du coup, si j'ai bien compris, vous faites partie de la fonction publique, vous êtes financé par l'État? Non. Nous sommes une association qui est payée par la taxe d'aménagement que les gens payent quand on dépose un permis de construire. Et du coup, la direction que vous allez prendre dans vos projets et globalement au sein du CAUE, est-ce qu'elle est propre à votre CAUE? Est-ce qu'elle est commune à tous les CAUE de France? Est-ce que c'est chacun qui décide un peu Alors, moi, je n'ai pas travaillé dans d'autres CAUE, mais je crois qu'on a une grande autonomie quand même en tant que CAUE. Et chaque CAUE ne travaille, enfin tous les CAUE ne travaillent pas de la même façon. Okay. Si Marion, tu veux à compléter, mais tu as peut-être. Ils ont aussi des problématiques assez différentes. Peut-être, oui. Mais il y a une grande liberté et c'est assez plaisant aussi pour ça. De même que notre CAUE est dirigé par un conseiller départemental, donc un élu. Aujourd'hui, cet élu est relativement modéré vis-à-vis de notre travail. Elle ne nous oblige pas à travailler sur tel sujet et elle ne nous interdit pas à travailler sur tel autre. Donc, mais il ne faut pas être trop naïf quand même. Le milieu politique est quand même très fort et le caractère politique est fort. Elle pourrait vous demander d'orienter votre travail sur des thématiques Je pense que dans l'absolu, oui. Je pense. Alors, je crois, on a discuté avec Teddy et il nous disait que vous aviez rencontré M. Gendre l'an dernier. Alors, je ne sais pas si c'était ce groupe-là, à la flotte. Non, ce n'est pas ce groupe-là. Ah oui, pardon. C'était sur le programme de recherche Marginov. D'accord, pardon. Il y avait une équipe de chercheurs qui avait travaillé sur les opérations d'aménagement en Charente-Maritime et particulièrement sur l'île de Ré et qui voilà, ont montré un peu les fonctionnements mais ont aussi potentiellement les limites et surtout le portage politique. Parce que M. Gendre a été notre président pendant 25 ans, donc il a vraiment marqué le CAUE et cette personne-là était beaucoup plus... ferme en fait dans les activités du CAUE. C'était l'entrée par laquelle ils étaient arrivés sur la question. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, M. Gendre n'est plus notre président, c'est Mme Rabel qui est la maire de Saint-Georges-d'Oléron. Et voilà, il y a une certaine distance, enfin elle nous suit, mais elle n'est pas intrusive dans nos activités, donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ouais. Et si je peux compléter avant de te redonner la parole, la semaine a commencé par une présentation du réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine par Céline Massard, oui. Du coup qui a aussi expliqué un peu rapidement, mais en tout cas l'intérêt du réseau des CAUE à l'échelle de la région. Et j'ai trouvé intéressant que vous présentiez aussi cet aspect-là du fait que vous êtes tous finalement indépendants dans la politique que vous menez, et en même temps il y a ce dispositif de réseau, enfin d'union, de fédération qui est intéressante parce qu'il y a des échanges et donc du coup du retour d'expérience finalement qui s'établit au sein
au sein du réseau des CAUE. C'est vrai. Alors nous, ça fait peu de temps qu'on est adhérent à l'Union régionale. Mais donc Céline Massard, on la connaît depuis 2 ans, mais pas plus. Et finalement, je pense qu'on est tous un peu frustrés de ne pas passer assez de temps avec ces personnes-là, que ce soit Céline Massard ou le réseau paysage au sens large. Et on aimerait bien y passer plus de temps et parfois les dates ne conviennent pas. Enfin, il y a toujours des grains de sable. Donc on aimerait bien, mais c'est pas toujours... aussi, on a quand même... au mois de juin l'année dernière, on a participé à une journée où oui, il y avait des pas petits propre au paysage. groupes. Ah non, c'était pas propre au paysage. C'était sur l'ensemble des CAUE. Oui, c'est vrai. Mais on a des idées. Ouais. Vous les soumettra. D'accord. On en reparle. Je passe la suivante. Ouais. Alors, un domaine qui est aussi important, c'est la sensibilisation et qui s'est développé finalement. Alors, moi, je suis arrivée récemment, mais je pense qu'il s'est développé ces 2 dernières années. Là, typiquement, c'était une décision de direction. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 directeurs, je crois, au CAUE, de sa création en 80 jusqu'à aujourd'hui. Et selon les directeurs, certains étaient vraiment favorables et ont développé la sensibilisation, et d'autres ont dit non, moi, c'est pas mon truc, j'en fais pas. Donc aujourd'hui, on a une directrice qui veut qu'on en fasse, et ça nous va bien, donc on y va. Voilà, donc ça va être sous forme de soit voyage d'études, donc on va sur les départements alentours, et puis on a des thématiques, de conférences, de visites, ça peut être de visites de bâtiments, d'aménagements, des ateliers pédagogiques, donc notamment dans les écoles, des expositions, et puis des séminaires. Donc en général, il y a une thématique annuelle. C'est lancé par un séminaire. Donc là, on a eu ces dernières années donc plus verte la ville, qui était autour de la végétalisation. Oui, donc il y avait un séminaire sur le sujet, puis qui a été prolongé par une journée de visite à Nantes, avec des sujets qui touchaient. Une des consignes, c'était de dire ok, on va à Nantes, mais les petites communes de Charente-Maritime, il faut qu'elles s'y retrouvent. Donc on avait visité un cimetière, enfin même 2 cimetières, puisqu'il y a évidemment la question de la végétalisation du cimetière, qui est très actuelle, une école avec un projet de végétalisation de la cour, et aussi des massifs avec des plantes comestibles et tout le développement des paysages comestibles qu'a très bien développé la ville de Nantes. L'idée, c'était que les maires puissent repartir avec des idées et se disent pas juste « Ah ouais, mais ça, c'est métropole, on ne peut pas faire pareil. » Voilà, donc c'est proposer vraiment des événements qui se complètent, qui donnent déjà de l'information, qui sensibilisent les élus. Donc c'est ça notre objectif, beaucoup, c'est de sensibiliser les élus. Donc en 2022, c'était la thématique faire avec, donc autour de l'urbanisme circulaire. Et cette année, c'est faire avec, mais plus ciblé sur le réemploi. Donc on a des semaines pédagogiques qui vont être mises en place cette année. On va aller dans chaque territoire et des ateliers seront organisés, des partenariats avec soit des professionnels ou les collectivités. Voilà, donc ça c'est en train de prendre place. Et l'année prochaine, ce sera sûrement la thématique du logement, qui est un sujet vaste. Le prix ressources. Voilà, le prix ressources, dont on a parlé en tout début de matinée. Là. Voilà, non, c'est bien. Donc on était assez contents de cet événement parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de prix de ressources de cette façon-là. C'était un peu une première. Il y a eu un prix Urbacharme dans les années 90, je crois, mais récemment, il n'y avait plus rien. Et puis c'était dans l'idée de justement développer cette sensibilité qu'on trouve qui est peu présente sur le territoire des élus, les professionnels sont là, mais les élus, voilà. Donc ça permet de mettre en avant les opérations qualitatives. Ouais, voilà. À la fois les commanditaires et les maîtres d'œuvre. Donc voilà, donc on a eu aussi des moments festifs pour remettre les prix, oui. Et donc ça, c'est seulement le CAU 17 qui ouais. Ça va peut-être se développer dans d'autres CAUE. D'autres CAUE organisent déjà des prix. Ça s'appelle pas ressources, évidemment, mais il y a un prix aperçu en CAUE 85, par exemple. En 44, il doit y avoir quelque chose aussi, j'oublie le nom, mais c'est pas rare. Ouais.
Voilà, donc on intervient aussi beaucoup en milieu scolaire. L'objectif, c'est de sensibiliser aux thématiques du cadre de vie, de l'environnement, du patrimoine également. Et voilà, transmettre le goût et affûter le regard. Donc ça, c'est l'objectif. Et voilà, on intervient gratuitement auprès des enfants, de tout public scolaire. Et on construit ces interventions avec les enseignants, pour que ça soit cohérent, soit avec le programme, soit avec les projets communaux aussi, voilà, ou les thématiques qu'on développe. Et donc à chaque fois, on construit des ateliers. Donc c'est vraiment un temps passé assez important. Mais on fait du sur-mesure aussi sur ces ateliers. Tu voulais rajouter que... On a quelques ateliers qu'on propose de façon un peu, non pas systématique, mais parfois les enseignants ne demandent que ça en fait, ne demandent pas forcément de personnaliser l'atelier. Donc on le fait quand même, mais on préfère quand même que les ateliers s'appuient sur un vrai projet en lien avec les communes quand il s'agit de communes de bourg. Voilà. Oui, sur les ateliers un peu systématiques, on a sur l'image du milieu au centre, on a végétalisé la ville par exemple. Voilà, donc ça peut être fait sur un atelier, mais sans lien. C'est un peu one shot, ouais, quoi. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous ai un peu évoqué. Donc on travaille, ça peut être aussi autour de l'architecture, des ateliers autour des cabanes. Il me semble que vous avez fait ça. Des rencontres avec des professionnels de l'architecture, urbanisme et paysage. Des visites d'opérations également, d'aménagement, et puis des parcours dans la ville, des parcours urbains, lecture de paysages. On aime bien aussi la photo de droite, là, c'est vraiment une petite sortie dans la rue d'à côté de l'école. Ça paraît très simple, mais c'est des itinéraires qu'ils utilisent tous les jours et on essaie de les aider à regarder autrement, en fait, sans partir dans des choses très compliquées, mais... Voilà, donc le CAUE organise aussi des expositions. Voilà, moi j'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, ça porte souvent sur l'architecture en fait. Ouais, voilà. Mais certaines sont de notre fabrication et d'autres Maison des Bords de Mer, on avait fait appel à un architecte qui avait fait le contenu, donc on se l'approprie un peu moins, mais c'est quand même le CAUE 17. Donc c'est des expositions qui circulent à la demande selon les collectivités dans tout le département pour sensibiliser sur les thématiques. Voilà, Maison des Bords de Mer, je pense que ça va circuler pas mal sur le littoral, entre autres. Voilà. Il y a eu deux concours. Il y a eu 2 concours photos, les 2 diapos du bas à droite, où c'était un travail commun avec l'Union régionale des CAUE. Le premier, il a été mis en place lors du confinement, parce qu'on était tous dans l'embarras en disant... qu'est-ce qu'on va faire? Et puis il y a eu un deuxième concours photo qui a été lancé cette année, plutôt sur la thématique de l'arbre. Donc voilà, ça c'était une initiative de Céline et ses collègues. Voilà, donc maintenant on va zoomer un peu plus. Ouais, vous avez peut-être des questions déjà, avant qu'on parle de projets un petit peu plus précis? Non, et ben on continue. Oui. J'ai vu au début sur les premières diapos, vous étiez associé à des petites villes de demain. Oui, en fait, on travaille assez facilement avec les chargés PVD, enfin les chargés petites villes de demain, qui sont... Petites villes de demain, pardon, c'est un dispositif qui a été lancé par l'État. En fait, c'est des moyens humains, c'est une personne qui a été embauchée par la DDTM qui va travailler sur un territoire donné. Un territoire c'est calibré, hein, c'est des petites villes qui ont, j'ai plus la fourchette, mais entre, c'est maxi 5 000 ou 10 000 habitants. Et c'est des territoires qui méritent d'être un peu aidés, qui n'ont pas les moyens d'avoir des professionnels dans leur équipe, mais par contre, c'est bien d'avoir un petit coup de pouce avec un chargé de mission. La politique PVD, c'est l'État qui essaie de récupérer ses bourses parce qu'après avoir fait favoriser les grandes métropolisations. Les grandes métropolisations, ils ont vu que le territoire se vidait, notamment des communes qui vivaient encore avec certaines activités, donc des villes de 6 000
habitants à peu près. Et donc là, c'est des villes qui vivent sur tout le territoire français, qui ont le même phénomène de perte de commerce, de petits commerces, de perte d'habitants. Un patrimoine architectural plutôt intéressant qui est complètement vide et qui se casse la figure parce que il n'y a pas d'entretien. Et par contre, contrairement à ça, dans la périphérie de ces petites communes, tu as des supermarchés et tu as encore du lotissement résidentiel qui se propage. Donc en fait, c'est des phénomènes de villes qui un peu s'effondrent en fait, pour être un peu catastrophique. Et puis le reste qui... Et ça, c'est surtout le territoire français. Donc l'État a proposé de subventionner des études et de donner un petit peu d'ingénierie à ces territoires-là via effectivement ces chefs de projet. Et c'est vrai que moi, pour travailler là-dessus en tant que paysagiste conseil de l'État, le paysage, c'est pas souvent la question principale, alors que les espaces publics dans ces communes, c'est hyper important. Quoi. Ouais. En tout cas, voilà, on a eu quelques échanges avec certains chargés de mission PVD. Après, c'est des personnes qui sont... Il y a un contrat de 3 ans, je crois, qui est peut-être reconductible, mais... donc là, globalement, on arrive un peu à la fin de la 3e année. Donc, on verra comment ça se passe la suite. Ouais. Puis il y avait des orientations d'aménagement qui ont été à un moment donné. Enfin voilà, il y avait tout un schéma de réflexion au travers de ce dispositif. On continue. Alors là, on a fait, pour parler plus de notre travail, nous en tant que paysagistes au CAUE 17, on vous a fait une petite liste un peu de différents sujets. Alors certains sont un peu récurrents. On n'est pas trop rentré dans des aménagements, des études très très spécifiques ou ponctuelles, mais voilà, pour balayer un peu l'ensemble des sujets sur lesquels nous sommes sollicités, il y a beaucoup d'aménagements, de parvis d'église, d'espaces publics en tout genre, de places, toujours évidemment en zone avec des zones de stationnement. Ça, on essaie toujours de se débrouiller pour... Mais c'est difficile de parler de stationnement avec des élus, parce qu'ils y sont très attachés. Les espaces naturels, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu plus restreint, mais on est quand même sollicité pour notamment l'aménagement des fonds de vallée. Il y a quand même un certain nombre de rivières en Charente-Maritime avec des zones qui ne sont pas constructibles, où il va y avoir quelques sentiers, quelques campings au mieux. Donc on est questionné là-dessus. Et puis après, des sujets plus spécifiques dans le sens où c'est un objet presque dans le bourg, les cimetières, évidemment, les intégrations de bâches pour la défense incendie. Il y a eu toute une politique sur la défense incendie, enfin tout un schéma qui a été mis au jour en 17. Et donc, il y a des bourgs qui se sont vus dans l'obligation de poser jusqu'à une 50aine de bâches. Vous voyez ce que c'est, les bâches, là, les espèces de coussins verts pour la défense incendie. Et donc certains bourgs qui ont un nombre de hameaux important avaient l'obligation de poser une 50aine de bâches. Je ne sais pas si vous imaginez la catastrophe paysagère. Parce que parfois on les retrouve presque au pied de l'église. Voilà. Il peut y avoir plein de mesures de protection pour le paysage, et puis tout d'un coup la bâche elle casse tout. Et non, mais c'est de la défense incendie, donc on n'a pas le choix, quoi. Bon. Donc parfois nous sommes sollicités sur ce sujet-là aussi. Et puis donc le sujet un petit peu conséquent cette année, c'est la végétalisation des cours d'école. J'imagine que vous avez aussi eu ce sujet-là, entendu parler en tout cas récemment. Donc voilà, on a eu 5 écoles l'an dernier, et puis cette année on a à peu près 5 écoles aussi qui nous ont sollicités. Donc à chaque fois on essaie de travailler en collaboration avec les collègues architectes. On aime bien la transversalité, et puis il y a aussi des sujets pour lesquels c'est évident, mais on trouve quand même que c'est plus intéressant de travailler à plusieurs que toute seule. Et donc là, on va se concentrer sur, parler un peu mieux de certains sujets où on a développé vraiment la participation. Tu peux avancer, s'il te plaît. Alors, une petite commune près Guillac qui avait acheté un champ pour faire une zone d'habitat, un projet qui aurait pu être assez classique. Et puis, ils se sont dit, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc comment est-ce qu'on pourrait aborder le sujet avec vous, qu'est-ce que vous nous conseillez, etc. Donc, on avait la grande parcelle sur la... Je sais pas si... la diapo, voilà.
une grande parcelle en plein bourg, avec une dénivellation quand même assez présente, une vue sur l'église intéressante. Nous, on s'est amusé à mettre le conseil municipal dans des rôles particuliers d'habitants, des profils habitants, d'où les petites cartes en bas, où on disait, ben voilà, parce que bien souvent dans les conseils municipaux, on a des gens qui sont retraités, qui ont un mode de vie assez lisse, quoi. Enfin, et c'est pas forcément facile pour ces gens-là de se mettre dans la peau d'actifs, avec des poussettes, des scooters, une moto, voilà. Donc on s'est dit, allez, on les glisse dans un profil d'habitants les plus contrastés possibles. Et après, on leur a demandé d'aller sur le terrain en leur demandant, voilà, si vous étiez Rachel et Kevin, ou bien Antoine, ou bien d'autres personnages qu'on avait imaginés, où est-ce que vous aimeriez habiter en fonction de vos besoins, des besoins du profil qu'on vous propose. Et donc voilà, je pense que ça les a un petit peu surpris au début, mais c'était une expérience intéressante. On leur a demandé de dessiner aussi, d'observer le paysage, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien avoir comme paysage à travers la fenêtre du séjour. Et c'était pour apporter un regard un peu différent et de ne pas se cantonner à des règles qui sont proposées par les constructeurs et les aménageurs et qui sont loin de tout ça, quoi. Et puis suite à cette étape-là, on leur a demandé de synthétiser un peu leurs réflexions et leurs ressentis à travers une maquette un schéma, quoi, en 3D, qu'on a fait sur la photo aérienne. Et là, le groupe se remettait ensemble pour dire, bon ben voilà, si on rassemble tous ces habitants-là, quel serait le plan de composition le plus adapté et qui répondrait au mieux aux besoins. Donc ça, c'était une expérience assez chouette. Tu veux passer ? La commune de Grand Village Plage nous a contactés. Là, il y avait un travail important avec ma collègue architecte sur l'aménagement. Donc, le Grand Village Plage, c'était autrefois un bourg de Saint-Trojan et c'est devenu une commune dans les années 50. Donc, ils ont recréé un bourg récent près de la mer, ce qui est surprenant en fait parce que les bourgs anciens de l'île d'Oléron ne sont pas sur la mer, ils sont vraiment dans les terres. Et donc, ils nous ont demandé de réfléchir sur cette place-là qui était en fait dans un hameau. C'est bientôt fini. Et nous, on avait vraiment envie de travailler avec les habitants parce que travailler avec autant... Enfin, il y a vraiment beaucoup de liaisons et de liens avec les... C'est-à-dire que tous ces habitants n'ont, pour ainsi dire, pas de jardin, donc ils sont en lien direct avec l'espace public. Et ça nous semblait important de ne pas réfléchir seul dans notre coin et surtout de faire avec eux pour là aussi connaître leurs besoins, etc. Donc on a été en partenariat avec la maison éco-paysanne, qui est un équipement intéressant aussi sur cette commune-là, qui promeut la construction traditionnelle de l'île d'Oléron. Et on a fait 2 journées au moment des journées du patrimoine, en organisant des petits ateliers où il y avait quelques volontaires qui s'étaient inscrits à cette journée-là pour réfléchir ensemble à l'aménagement de la place. Donc toute la matinée, on a organisé d'abord une visite des espaces publics, des venelles, etc., du secteur de ce village-là. Puis on leur a demandé de réfléchir à quels étaient leurs besoins, comment ils utilisaient le site, où est-ce qu'ils mettaient le curseur du stationnement, est-ce qu'ils voulaient beaucoup de stationnement ou pas beaucoup, l'ambiance, ils voulaient que ça soit végétalisé ou minéral, propre ou un peu moins structuré. Le revêtement de sol, etc. Et ils réfléchissaient à ces sujets-là de façon collective, entre eux. Nous, on n'intervenait pas. Éventuellement, on les aidait à se poser des questions, mais on ne donnait pas de réponse, surtout. Et suite à ça, on leur a proposé de préfigurer un peu l'aménagement qu'ils avaient décidé, avec des matériaux factices. Donc là, les pavés, là, c'est de la bâche imprimée, et les panneaux avec fleuris, c'est du plexiglas imprimé. Et donc l'idée, c'était de maqueter un peu cet espace-là, qui est assez petit, qui permet aussi ça, pour que, voilà, en une demi-heure, 1 heure, la place change de profil et d'aspect. Donc on avait un groupe le matin, un groupe l'après-midi, et vous voyez les 2 petits schémas là en haut. Les 2 groupes ont imaginé 2 choses très très différentes. Il n'y avait pas la même moyenne d'âge dans les 2 groupes. Donc il y avait un premier groupe là qui a vraiment souhaité garder du stationnement. Donc il y a 8 ou 10 places là, il y en a 2 sur le côté, avec une fontaine, des arbres bas qui font pas trop de feuilles.
Et un deuxième groupe qui avait plutôt la volonté d'avoir un arbre très grand, central, avec plutôt du mobilier en dessous, qui permet un peu plus de convivialité et d'échange. Voilà, et puis ce travail un petit peu lors du prototype a été poursuivi par une étude plus rationnelle, avec Isabelle et moi dessus. Voilà. Voilà, donc comme on vous disait, on travaille beaucoup, on est beaucoup sollicité sur les cours d'école. Donc on a mis en place une démarche. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit les communes adhèrent à cette démarche, ou soit ils ne travaillent pas forcément avec nous. Donc dans cette démarche, on propose 3 grands temps. Déjà, on a une règle, c'est que les élus, les techniciens et les enseignants adhèrent au projet, pour que tout le monde, pour que la motivation soit partagée, que le projet soit partagé. Sinon, on rencontre des obstacles et le projet peut ne pas voir le jour. Voilà, donc c'est vraiment déjà un point de base qu'on demande. À travers techniciens, c'est services techniques en fait. Ouais. Les services techniques, ce sont eux qui s'occupent de l'entretien d'une école. Et parfois, ils sont assez distants. Ils sont beaucoup plus concernés que les élus, qui n'ont pas forcément une idée de l'entretien de la cour d'école, du passage des réseaux, etc. Donc la première phase, ça va être la première phase, on propose un diagnostic partagé. Donc déjà, on présente ce qu'est la cour d'école végétalisée, les projets comme les cours oasis qui ont vu le jour. Enfin voilà, on leur présente déjà des images de référence pour qu'ils aient connaissance de ce qui se fait et qui se développe autour de la désimperméabilisation et la végétalisation. Ensuite, on leur propose de travailler un temps d'échange pour travailler sur leur cours d'école, donc autour d'un plan. Et on balaye plein de questions sur les usages, sur la chaleur l'été, sur l'écoulement de l'eau, sur diverses questions. Voilà. Donc ça, c'est un premier temps qui va être important parce qu'on fédère justement élus, techniciens, enseignants. Parfois, il y a aussi des AESH, des personnels d'entretien. Sur une école, on a eu aussi la personne qui s'occupait de la restauration. Donc c'est un moment aussi fédérateur, on met tout le monde autour de la table. Ensuite, il y a un deuxième temps où on travaille avec les élèves. Donc on demande à chaque classe d'avoir 1 ou 2 représentants. Et on fait un diagnostic avec eux sur les lieux aimés ou mal aimés de la cour, donc les petits points rouges et les petits points verts. Et on les fait parler, on leur demande pourquoi. Et donc c'est toujours intéressant parce qu'il y a du contraste entre ce que nous racontent les enseignants et ce qu'eux vivent. Donc ça, on récolte la parole de l'enfant. Et ensuite, on les fait travailler sur un peu leur cours rêvé. Comment on peut améliorer la cour avec des collages, des dessins, de l'écriture, s'ils savent écrire, enfin voilà. Donc on les fait aussi participer. Et puis, ils représentent aussi leur classe, donc ils arrivent aussi avec un questionnaire. Donc ils ont travaillé en amont avec leur classe aussi sur les questions de transformation de leur cours d'école. Ensuite, nous, on a un gros travail de diagnostic de toutes ces données-là, de synthèse, voilà, de synthèse. Et on propose 2 à 3 scénarios, donc ici vous avez quelques planches, qui répondent aux problématiques qui ont été soulevées. Et en parallèle, on présente aussi des images de référence. Et ces scénarios, ça va être un support pour les collectivités, pour faire des choix, pour phaser peut-être les travaux. Donc on leur donne des pistes pour la suite après, aussi pour les travaux. Donc soit réaliser une partie en régie, ou soit faire appel à une maîtrise d'œuvre. Enfin, voilà, ça dépend aussi du budget de la commune, de la volonté. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui nous prend pas mal de temps ces derniers temps. Et c'est aussi le moment d'aborder des sujets comme le genre dans la cour d'école, parce que c'est très important et on n'en parle pas, clairement. Quand on commence à parler de toilettes avec les élus, ils nous regardent de haut en nous disant oh, « c'est bon, nos toilettes, elles sont toutes neuves », mais c'est pas forcément le lieu en soi, mais c'est ce qui s'y passe dedans, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles on tient. On ne le met pas forcément en avant pour les élus d'emblée, parce que c'est pas ce qui les intéresse au premier plan.
Mais on en parle toujours. Et puis après, il y a tous les jeux aussi qui sont très genrés dans une cour d'école. Le terrain de foot, en général, soit les enfants l'adorent ou ne l'aiment pas. L'adorent parce que souvent on retrouve des garçons ou des filles aussi, mais souvent des garçons au milieu de la cour qui prennent toute la place et ceux qui gravitent autour se prennent les ballons. Voilà. Donc c'est intéressant de parler de ces sujets-là. Voilà, et sur le dernier projet, donc ça c'est la commune de Saint-Georges-des-Coteaux, qui est une commune proche de Saintes, qui a sollicité le CAUE pour réfléchir sur leur parc situé en centre-bourg, ici, avec une problématique qui était autour de bassins. Voilà, c'était un parc vieillissant, mais qui a une situation stratégique vraiment au cœur de bourg et proche de l'école également. Donc il y a eu alors moi j'étais pas là, mais il y a eu un premier travail d'étude de diagnostic et pistes et d'enjeux, en fait, de pistes de réflexion. Et en fait, il a été proposé à la commune, qui était assez motivée avec des élus assez porteurs, de proposer de travailler avec les écoles. Donc ça a été proposé aux enseignants. Il y a quelques enseignants qui ont répondu à l'appel. Donc l'idée c'était de faire participer certaines classes les sensibiliser sur les thématiques qu'on développe, mais les faire participer aussi au projet de transformation du parc. Oui, parce que ce parc-là, il se trouve entre le bourg ancien, où se trouve l'école, et les équipements sportifs. Donc c'est des enfants qui évidemment fréquentent les gymnases, les salles de sport, les city-stades et compagnie. Et puis en haut du plan, là, on voit aussi les nouveaux lotissements avec les nouvelles zones d'habitat où habite la majorité des enfants, en fait. Donc c'était important de contextualiser un peu ce parc par rapport au bourg et par rapport aux usages de tous ces enfants-là. Un certain nombre le fréquentent tout seul, en fait. Ouais. Donc l'année dernière, on a organisé 3 ateliers sur 3 classes, avec une première phase plutôt de sensibilisation autour des thématiques, soit du paysage, de la transformation du paysage au fil des saisons, les déplacements, comment les enfants se déplaçaient ou les familles se déplaçaient dans ce parc, et le végétal. Et ensuite, il y a eu aussi des ateliers plutôt projets, avec proposition d'amélioration. Donc là, on ne voit pas les images, mais enfin si, remarque, on a des futures plantations ici, donc on les a fait travailler sur maquette. Ici, on les a fait travailler sur les déplacements. Voilà, et puis on les a fait travailler, la classe de CM2, sur un livret de découverte des arbres du parc et des futurs arbres qui seraient plantés dans le parc. Donc avec toujours l'idée du projet aussi, les intégrer au projet du parc. Et cette année, on travaille avec 2 classes autour de la thématique du mobilier. Donc on les fait imaginer du mobilier, en fait, donc soit des panneaux d'entrée, soit ici c'est des arceaux vélos, des clôtures en lien avec un poulailler situé dans un endroit du parc. Voilà. Donc il y a un premier atelier autour de la conception, un deuxième on va visiter une menuiserie, et un troisième autour de réalisation. Avec une association, les petits débrouillards, voilà. Vous connaissez peut-être. Et nous, on est plutôt en charge des ateliers autour de futures plantations. Donc on a fait travailler une autre classe. Donc on a eu un premier atelier sur la conception d'un plan de plantation. Donc ça, c'était très intéressant, donc sur l'image du dessus. Donc on les fait travailler en croquis, en plan. On leur a fait choisir des végétaux qu'on avait pré-choisis, mais voilà, ils ont composé leur plan de plantation. On va leur faire visiter une pépinière pour qu'ils se rendent compte là où on cultive les plantes, etc. Voilà, où est-ce qu'on va les chercher. Et ils vont ensuite planter ceux qu'ils auront conçus. Voilà, on va faire une séance plantation au mois de mars. Voilà pour ce projet. Et je crois qu'on a terminé. Allez, question. J'avais une question en fonction de... Enfin, comment est-ce que vous arrivez à adapter votre vocabulaire ou votre discours en fonction du public à qui vous vous adressez ? Du mieux possible.
Parfois, il y a peut-être des maladresses, hein. Ouais. Mais on essaie de le faire comme on peut. Enfin, voilà, si on s'adresse aux enfants, on va essayer de parler simplement, mais ils comprennent quand même très bien les choses. Et puis, parfois, les adultes, certains adultes n'ont pas forcément beaucoup plus de notions que les enfants, donc c'est plutôt des méthodes de communication qu'il faut avoir, en fait, de reformulation, de vérification que l'info est bien comprise. Mais là-dessus, je pense qu'on est perfectible. Ouais. Hein, comme c'est l'expérience. Après, on voit ce qu'on peut faire apprendre à certains niveaux scolaires, enfin, certains niveaux de classe. Donc, on adapte nos ateliers en fonction de, je sais pas, de leur niveau de dessin, écriture, compréhension. Donc, on essaye, voilà, on tâtonne, mais bon, voilà, on commence à sentir un peu les choses. Alors, oui. Une question là-bas avec le micro. Plus qu'une communication verbale, comment vous communiquez graphiquement aussi? Parce que ça, c'est compliqué aussi de faire comprendre face à des élus, mais aussi des enfants. Comment vous adaptez? Spécifiquement par rapport aux enfants? Enfin, non, tout public. Peu importe le public. On n'a peut-être pas autant comment dire? On se donne peut-être pas autant les moyens que ça peut être fait dans les bureaux d'études, par exemple, où la communication visuelle est hyper importante parce qu'elle doit être très attractive. Et je pense que voilà, on passait plus de temps où on travaillait en bureau d'études sur les plans, les axonométries, etc., les vues. Mais moi, je trouve qu'on travaille beaucoup sous forme de schéma, puisqu'on ne doit pas aller, on doit rester dans des phases amont. Le schéma, il marche bien parce que on parle de principes et on ne va pas dans le détail. Après, on fait quelques perspectives à la main, enfin, pour expliquer le projet et ce qui va tout de suite parler aussi. Mais en effet, on a une phase importante de diagnostic, d'enjeu, donc ça passe en effet par plutôt des schémas ou ce qu'on a vu un petit peu au fur et à mesure de la présentation. Hein. C'est des documents qu'on utilise en tout cas. Après, moi, il y a une chose qui m'avait choquée en arrivant au CAUE, c'est qu'au CAUE, on a la suite Adobe, mais on n'a pas AutoCAD, par exemple. Alors, je ne sais même pas maintenant s'il y a d'autres logiciels de dessin. Et on travaille... En fait, notre mission de ne pas aller trop loin et de rester en amont nous demande pas de travailler sur AutoCAD. Alors, même si on l'a fait auparavant, on ne le fait plus aujourd'hui. Non, juste... Bah, oui, ouais, donc on ne doit pas concurrencer aussi les bureaux d'études, on ne doit pas empiéter sur ce travail-là. Mais Yeza, hier, disait très exactement la même chose. C'est vrai. Ouais. Parce que Yeza était avec eux hier après-midi. D'accord. Et à chaque tour de table, c'est ce qu'elle expliquait, en fait. Ouais. Moi, peut-être plus précisément, finalement, ce qui est intéressant, c'est les divers niveaux dans lesquels... vous mobilisez à la fois la question du discours, j'allais dire oral, écrit, graphique. J'imagine que, moi ce que je remarque finalement, c'est que beaucoup de vos méthodes professionnelles ressemblent à des méthodes pédagogiques. Et vous l'avez expliqué, les séminaires, les conférences, les ateliers, toute la dimension participative, les visites, c'est très exactement ce qu'ils font en fait. Hein. Ils font très exactement ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a une dimension très liée à l'apprentissage des questions de paysage, des questions d'aménagement, etc. Et moi, j'ai une très mauvaise expérience avec les scolaires. C'est un des une des grandes souffrances de ma carrière professionnelle. J'ai été nul, j'ai vraiment été nul. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent justement, comme vous le faites, à mobiliser des petits dans tous ces processus-là. En fait, vous faites quand même beaucoup de co-conception. C'est pas que de la concertation, il y a de la co-conception, ce qui, à mon avis, est quand même assez compliqué. Quand je vois les difficultés que j'ai avec eux, je me dis, mais avec des tout petits... Plus de réponses. Et donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des astuces? Il y a des trucs que vous avez développé toute une méthodologie. Est-ce qu'il y a des choses qu'à un moment donné, vous êtes dit, j'imagine que vous avez expérimenté plein de choses avant de trouver ce cadrage un peu général. Est-ce que vous avez des astuces? Des trucs et astuces. On s'autorise à être exigeant sur le petit groupe, en fait. C'est-à-dire que par rapport au cours d'école, on demande un groupe de 15 enfants. Donc après, c'est royal, quoi. On est 2 ou 3 avec 15 enfants. Les enseignants, ils nous regardent d'un drôle d'air.
Mais moi, j'ai l'impression qu'on crée à chaque fois un nouvel atelier. Donc ça demande du temps, en fait, c'est vrai. Mais je ne sais pas, du coup, si on a des trucs et astuces. C'est l'expérience qui fait qu'on va s'alimenter. Mais par exemple, la réalisation du plan de plantation, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé il n'y a pas longtemps et qui a finalement bien fonctionné. Mais ça nous a demandé quand même de la préparation. Ouais. Et puis après, on a aussi Amélie qui est chargée de pédagogie, qui est aussi... ça, souvent, après, on n'est pas toujours toutes les deux sur les cours. Autant l'an dernier, on était un peu ensemble parce qu'on avait besoin un peu de roder notre méthode. Maintenant, il y a une paysagiste référente, l'architecte du secteur et la chargée de pédagogie. Donc c'est bien, on sensibilise aussi les architectes avec nous, donc c'est bien. Voilà. Ouais. Vous avez dit que vous participez au jury de concours. Est-ce qu'il y a certains maires qui vous appellent après votre travail d'analyse diagnostique, qui vous appellent à participer au jury pour aller jusqu'au conseil du projet, futur projet qui est la suite de votre travail? Alors, certaines collègues étaient dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elles ont accompagné la commune au début, jusque aussi un peu dans la définition du programme, et étaient présentes un peu. Mais nous, personnellement, non. Ça s'est pas fait comme ça. Mais après, on participe vraiment pas à beaucoup de jurys de concours en tant que paysagiste. Les maires ne souhaitent pas vous... Ils disent pas, tiens, mon travail a vraiment été... Enfin, votre travail a vraiment été bien, j'aimerais bien que vous me conseillez jusqu'au bout ou non il n'y en a pas qui... Ouais. Après, ce serait... Après, c'est délicat de rester, en fait. C'est-à-dire que nous, on va avoir tendance à s'effacer. Une fois qu'une équipe de maîtrise d'œuvre est retenue, qu'il y a un projet, nous, on n'a plus lieu d'être, parce que si on se met à la place de l'équipe qui est retenue, on pourrait être gênant, en fait. Enfin, c'est pas les mêmes missions, après. C'est-à-dire qu'après, vous prenez le rôle de maître d'ouvrage presque délégué. Oui. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir faire germer vraiment, de poser les bases invisibles d'un projet. Donc, c'est tout le travail de programmation. Ça, c'est quelque chose, effectivement, que vous allez faire plus tard à l'école. Enfin, nous, on a commencé à travailler là-dessus avec Laure Mathieu-San, justement, à faire aux étudiants des notes de cadrage programmatique, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, c'est assez compliqué, mais je pense même pour les professionnels, de savoir comment on s'arrête à un moment donné, comment on lâche les choses pour que l'idée continue avec d'autres. Mais on a des missions de paysagistes conseil qui peuvent aller de la programmation et ensuite du suivi des projets. Mais c'est des missions longues, en fait, qui ne correspondent pas du tout au rôle du CAE, quoi. Et après, je voulais rebondir sur ce que disait Alexandre. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'il y a des compétences qui sont, je dirais, un peu générales, de paysagistes, sur des domaines de ce qu'on appelle les domaines de compétences. Et après, il y a des profils. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas bon. Et c'est pas très grave, parce qu'il y en a d'autres qui sont bons là-dedans. Et dans ces cas-là, on s'associe. Et c'est ça qui est génial dans notre boulot. Moi, je suis comme Alexandre, je suis une quiche avec les enfants. Ça me terrorise même, je pourrais dire, quand j'arrive avec une classe maternelle. Mais par contre, j'ai des copains ou des copines qui sont hyper forts. Et quand on s'associe, finalement, ça donne des trucs géniaux. Ça peut être, par exemple, moi, j'avais juste l'idée, par exemple, à un moment donné, dans une cité, pour faire descendre les gamins des tours, de faire appel à une ferme mobile. Donc, vous imaginez des cochons, des machins qui arrivent dans une cité. Et après, moi, j'avais laissé les autres gérer le contact avec eux. Mais c'est ça qui est sympa aussi dans ces professions, c'est que vous ne pouvez pas être bon partout. Il y a des profils qui sont plus techniques, qui adorent la technique, d'autres pas du tout. Et ça se complète, en fait. Ça, c'est vraiment... faut vraiment y penser. On a vu des projets avec des écoliers, mais est-ce que vous en faites avec des collégiens ou des lycéens? Parce que là, c'est très tôt que vous intervenez dans un projet de conception. Mais collégiens, on est intervenu d'une manière ponctuelle, plutôt sur une thématique en particulier. On a fait la fresque du climat, je crois.
avec des collégiens par exemple. Donc c'est un système de jeu de cartes pour faire comprendre le réchauffement climatique, les problématiques. Il y a eu un autre événement, mais moi j'y étais pas. Ouais, qui portait plutôt sur le patrimoine et les collègues avaient fait des choses avec des collégiens. Après, je pense qu'il y a moins de pression en école élémentaire, primaire, sur le programme à réaliser, alors qu'au collège, je pense que les enseignants sont un peu au taquet et ils ne s'autorisent pas de la même façon à sortir et à faire des choses complémentaires. Après, on est intervenu cette semaine dans un lycée agricole avec des brevets professionnels aménagement paysager. Ça, c'était une première. Peut-être que ça se prolongera avec d'autres années plus tard, mais donc c'est encore différent. Ils seront paysagistes entrepreneurs probablement. Bon, on a fait une expérience, je sais pas. J'ai pas eu le temps de débriefer avec le prof, donc on en reparlera. Si, sur la semaine du réemploi, là, donc la chargée de communication et de pédagogie organise des semaines de réemploi selon les secteurs de Charente-Maritime. Là. Et parfois, ils sollicitent des lycéens ou sur des ateliers pédagogiques. Et je crois sur Pont, il y a une école de design, enfin une option en lycée de design à rappliquer. Et donc, ils vont, je crois, faire travailler les lycéens sur un projet de mobilier avec le réemploi. Voilà. Donc, ça se fait un peu selon les opportunités, les thématiques. Oui, j'ai une question qui m'intrigue un petit peu. Tout à l'heure, vous avez évoqué, par manque de moyens, il y a un moment, il y a eu un licenciement des paysagistes. Et on peut constater qu'il y a 5 architectes présents dans un projet d'un 6e. Merci pour Rien contre les architectes, mais la question, c'est que je me demande l'importance du paysagiste, parce que au-delà des enjeux et des politiques nouvelles, l'importance du paysagiste, je la re-questionne. Parce qu'il y a 5 architectes, il y a un manque de moyens. Est-ce qu'on ne dirait pas qu'on enlève un architecte et on peut mettre une place pour le paysagiste? Parce qu'on vous soulignez l'importance du paysagiste dans les projets de territoire. Et voilà, un peu... Bon, notre réponse va forcément être orientée et subjective, mais c'est normal. On trouve qu'il y a trop d'architectes. Non, je rigole, mais après c'était un choix du directeur à cette époque-là, peut-être que parce qu'il y a eu c'était des licenciements économiques, donc ça a été le choix de couper la branche paysage. Mais qui est discutable, cela dit, voilà. Mais bref. Après, on peut pas revenir là-dessus, on n'y était pas. Ouais, on n'y était pas. Après, il y a eu création d'un premier poste et d'un deuxième poste. Mais en effet, on aimerait que le paysage prenne aussi plus sa place. Il y a des CIAE qui sont dirigés par des paysagistes. Ouais, et dans ces CIAE-là, en général, il y a autant de paysagistes, voire plus que d'architectes. Donc on va dire, pour faire court, que ça dépend de la direction. Et puis, aujourd'hui, les 5 architectes qui sont en place, la plupart sont là depuis 5, 10, 25 ans. Donc il y a un fonctionnement qui est établi, qui n'est pas forcément facile à remettre en question du jour au lendemain. Si demain on devait créer à nouveau le CIE 17, il serait probablement différent. Mais il y a le poids des années qui est là aussi. Nous, au début, j'étais toute seule 3 ans au CIE, et donc évidemment, je ne pouvais pas avoir de territoire, puisque tout le territoire m'était dédié. Après, quand Raphaël est arrivé, on m'a demandé clairement, bon, alors, vous partagez le territoire en deux. Et moi, je n'avais pas envie, parce que le territoire du 17 est tellement varié, entre le littoral, l'arrière-pays, le nord, le sud, que je trouvais ça injuste de se priver d'un territoire, en fait, d'une part. Bon, après, les collègues, elles ont d'autres arguments en disant que quand elles sont sur un territoire, elles sont référentes d'un territoire. Et donc, c'est comme si elles étaient une porte, en fait, vis-à-vis des élus. Bon, nous, on a 463 communes à se diviser en deux. Voilà, en fait, on ne peut pas être référente, en fait. On ne peut pas être une personne... Voilà, on ne peut pas connaître aussi bien les élus que les collègues architectes qui travaillent... On a une collègue qui travaille sur 15 communes en tout. Nous, on en a 230 chacune, quoi. C'est pas pareil. Puis après, il y a la distance. La Rochelle, vous avez vu, est au nord du département. Vendredi dernier, j'étais à Montendre. C'est 2 heures de route. Enfin, c'est ce que vous avez fait ce matin, quoi. Il y a aussi une équité qui n'est pas là sur les déplacements. Quand chaque réunion est
anticipé de faire, il y a 1h30 de route, on n'a pas la même, on n'est pas disponible de la même façon. Mais c'est un sujet intéressant et très pertinent ce que tu as dit, mais nous décidons pas de tout. Après, c'est un choix politique en fait. Ouais. Après, il y a un bon lien avec les architectes. Il n'y a pas d'opposition architecture-paysage. Enfin, on travaille en bonne intelligence. On travaille en binôme. On a même 1 ou 2 architectes qui s'autorisent à faire parfois un peu de paysage. Et on le dit pas trop fort. Justement, ce que je trouve intéressant, c'est que là, vous avez quand même, malgré tout, un partenariat très imbriqué, qu'on peut avoir aussi dans des agences comme ça, avec plusieurs compétences. Vous êtes dans une école d'architecture et de paysage. Et ce qu'on observe souvent en tant qu'enseignant, on en parle encore avec Alex, c'est qu'il y a peut-être aussi une difficulté pour vous d'aller vous cultiver aussi dans le domaine de compétences de l'architecture. Donc ça va être, par exemple, de jouer à un jeu, cite-moi 10 noms de paysagistes connus, je te citerai 10 noms d'architectes connus. Des trucs aussi bêtes et aussi primaires que ça, mais n'empêche que quand on partage une culture commune, c'est plus facile de travailler quand même ensemble. Surtout qu'en fait, il y a des choix, on se reconnaît de certains mouvements ou pas. Et ça, c'est quelque chose quand même qui me semblait important de vous dire. Profitez du fait que vous êtes dans quand même une école avec ces 2 formations-là, et pour vous cultiver aussi, aller voir ce qui est de l'ordre des architectes en ce moment un peu en vogue, des différents mouvements. Il n'y a pas que Le Corbusier, et puis... Et voilà, je caricature un peu, mais c'est vrai que c'est important parce qu'après, pour pouvoir discuter, parler ensemble, ce que c'est que le vernaculaire, tout ça, tous ces mots-là, en fait, il faut les partager, quoi. Et puis même s'il y a une belle progression, je pense, de la part des architectes, il y a quand même toujours cette histoire de projet qui va être très intrinsèque, sans trop prendre compte le contexte, en fait. Et c'est terrible, quoi. Enfin, on le remarque encore presque tous les jours, quoi, avec les architectes. Donc vous pouvez vraiment être le trait d'union avec des copains architectes dans la même école pour Parce essayer que l'enseignement ne bouge pas énormément non plus de ce côté-là. Enfin, ça, c'est mon opinion. Qui pose des questions. Moi, je me posais la question, quand vous mobilisez les outils comme les maquettes ou les échantillons que vous faites à échelle 1, comment c'est financé ? Est-ce que c'est vous qui financez ces outils ou... Voilà, la question. Oui, on a la chance d'avoir un CIE qui peut s'autoriser d'acheter des matériaux. Alors, ça va jamais très très loin pour acheter du carton et des tubes de colle, mais oui, on vient avec notre matériel et voilà, par facilité aussi. Donc les enseignants, là encore, sont réjouis de nous voir débarquer avec nos photocopies en papier, nos belles photocopies laser, chose qu'elles n'ont pas toujours en école. Mais je pensais notamment aux dispositifs de médiation, là, les plexiglas à installer, la bâche imprimée. S'il y a un budget, là, il y a un peu plus de budget, là, il y a un petit peu plus d'argent quand même, ouais. Mais j'imagine que c'est des choses que vous recyclez. On aimerait beaucoup, mais on n'a pas encore... ça, on l'a fait l'an dernier, et on n'a pas encore trouvé beaucoup d'autres occasions pour les sortir. Alors, on n'est pas allé... les cours d'école, en fait, l'idée, c'était d'avoir 4 temps et non pas 3. Le 4e temps serait un temps de préfiguration où on puisse aussi aménager la cour d'école de façon factice avec les enfants. Mais moi, j'ai toujours mis un frein à cet atelier-là par rapport à la réalisation. C'est-à-dire que si la collectivité n'est pas prête à réaliser le chantier le mois suivant ou les 3 prochains mois... Frustration. Voilà. Le but du jeu, c'était pas de frustrer les élèves. Et les enfants, évidemment, on va travailler aussi avec les CM2. Le but du jeu, c'était pas qu'ils finissent frustrés de ne pas avoir les travaux, parce qu'après, vous savez comment ça se passe dans les communes. Ils ont les idées, après ils essaient de trouver le budget, ils essaient de trouver les subventions, et parfois... Alors, non, ils savent pas comment ça se passe, mais du coup, il faut qu'ils comprennent. Le mandat, il est de 6 ans, c'est pas pour rien. Non, mais un projet ne peut pas se réaliser en une année, en fait. Donc cet atelier de préfiguration, on n'a pas réussi à le faire. Non pas par manque de volonté des collectivités, mais nous, on n'a jamais poussé
si on ne sentait pas que la commune allait réaliser les travaux. Mais c'est une belle idée, c'est un beau dispositif. On aimerait, ouais, vraiment. Puis je pense que les enfants, ils adoreraient, clairement. Ouais. Si vous avez d'autres idées de... Après, les matériaux qu'on a sont pour un espace assez réduit, parce qu'évidemment, on n'a pas 250 mètres carrés de bâche, etc. Et il faut trouver la bonne échelle de projet aussi. Donc la cour d'école, ça répond bien, parce qu'on n'est jamais sur des très très grandes surfaces. Mais si on travaille à une échelle plus importante, d'une grande place en ville, ça ne va pas être suffisant. Oui, ouais. Alors on n'a pas encore une gamme de matériaux très large, mais ça mérite d'être approfondi. J'ai vu que vous avez fait différentes structures avant de venir au CAUE. Est-ce que vous pouvez nous parler des différences notables en termes de cadre de vie dans l'entreprise, du salaire, des personnalités, des temps horaires et tout ça? La question du salaire, de la rémunération, des conditions de travail, c'est important. C'est un truc important. C'est vrai qu'on le remarque en ce moment chez les jeunes. Moi, j'étais très contente de travailler en maîtrise d'œuvre pour apprendre le métier de paysagiste concepteur en pratique. Parce que l'école, c'est super, mais ça ne suffit pas. Je suis désolée pour vous les mais vous êtes conscient de ça? Je n'entends que ça depuis 3 jours et je trouve ça très bien. C'est pas moi qui le leur dis. À l'école de Blois, j'ai quand même jamais fait de DCE, il faut le dire. Enfin, je sais pas comment. Et après, ils vont en faire, excuse-moi. Mais oui. Donc c'est vraiment important de travailler en agence un petit moment. C'est là qu'on comprend en fait le métier. Si bien que nous, quand on a recruté Raphaël, moi j'ai participé à l'écriture de la fiche de poste et on était d'accord avec la directrice pour dire la personne qu'on va recruter, elle aura 5 ou 10 ans d'expérience en maîtrise d'œuvre. Je considère qu'on ne peut pas parler à des élus sans avoir cette expérience-là, de réunion de chantier, de suivi de chantier, d'écriture de DCE, etc. Parce que ça fait partie du boulot. DCE, c'est dossier de consultation des entreprises. Donc c'est une des pièces qu'on rédige et qu'on écrit et qu'on rédige. Avant de consulter les entreprises, c'est tous les documents estimatifs. Qui décrivent précisément le chantier et la réalisation. Donc c'est fastidieux à faire, mais c'est inévitable. Et la question, c'est en fait, c'est comme le reste, on n'arrivera jamais à vous faire, à vous rendre des experts du DCE, mais par contre, il y a un groupe d'enseignants, et j'en fais partie, qui ne veulent plus voir ces tronches-là en disant « c'est quoi un DCE quoi ?» Voilà. Mais après, vous faites aussi des stages, j'imagine, et c'est au travers des stages aussi qu'on voit ça. Hein. Tout ne se fait pas à l'école, hein, mais... Donc j'étais très contente de travailler en maîtrise d'œuvre pendant 6-7 ans, mais là il faut savoir qu'il y a une pression forte liée aux appels d'offres, du stress, des réunions de chantier qui se passent mal, de la discrimination parce qu'on est une fille. Tout ça, ça existe, c'est encore très très présent. Peut-être que vous avez d'autres avis, mais en tout cas moi je l'ai constaté clairement. Et donc c'est du stress et après en CAUE on n'a plus ce stress-là parce qu'on n'est plus confronté aux appels d'offres. Par contre, on pourrait être frustré que nos projets ne voient pas le jour ou que nos conseils ne voient pas le jour. Et ça, c'est réel. Après, on le vit plus ou moins bien. Moi, je le vis assez bien. Mais je sais que d'autres collègues aimeraient voir plus de concrétisation de leur travail, en fait. Et c'est pas vraiment le cas. Ouais. Oui. Oui, on ne sait pas ce qu'on sème en fait. Quand on fait les études du CE, des fois on n'a pas de nouvelles pendant des mois, des années. On ne sait pas si ça fait émerger une idée ou un projet pour la suite. Des fois il y a des projets qui se concrétisent, mais on n'a pas ce suivi du début jusqu'à la fin comme on peut avoir en maîtrise d'œuvre où on voit la concrétisation d'un projet. Là, des fois on n'entend plus parler de la commune pendant... on n'entend plus parler de la commune. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est dans un placard ou pas. Donc ça peut être frustrant.
ou pas. On se dit qu'on a aussi déjà commencé à sensibiliser d'une certaine manière. C'est une forme de sensibilisation, même si des fois ça n'aboutit pas. Des fois, c'est juste un changement de regard. Enfin, voilà. Et oui, je reviens sur les différentes structures. En effet, il y a une pression foncière, oui, pas foncière, financière, qui est différente dans un bureau d'études, hein, puisqu'en effet, dans le CEUE, on n'a pas ça. Après, on a d'autres formes de stress, parce qu'on a quand même pas mal de travail, pas mal de choses auxquelles répondre. Et après, c'est un travail d'équipe, donc c'est... Enfin, je ne sais plus ta question exacte, mais... salaire, mais après, tu as évolué très vite dans le métier, un peu comme secteur privé. Moi, j'étais pas forcément bien payée en tant que paysagiste en bureau d'études, mais parce qu'on est aussi à La Rochelle. J'ai jamais travaillé à Paris. Peut-être que les paysagistes à Paris sont très bien payés. Ici, ça n'a pas été le cas. Et au CAUE 17, on a de la chance d'être correctement payé. Donc, et ça dépend vraiment des CAUE. Mais ça dépend des aussi. CAUE. Il n'y a pas de règles. Ouais. Enfin, il y a une grille, mais... Alors, il y en avait une, mais il n'y en a plus. Donc, ouais, c'est en attente. Et puis moi, du coup, j'ai travaillé longtemps seule. Enfin, voilà, donc là, c'est autre chose. Financièrement, c'est peut-être moins confortable, mais après, il y a une forme de liberté des horaires, etc., qui est différente. Ça permet de gérer aussi la vie à côté, la vie de famille. Voilà, donc c'est un autre choix de vie aussi. Donc moi, il fallait que je revienne aussi dans une structure, dans un cadre. Donc c'est intéressant, mais c'est aussi un changement. Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. En bureau d'études, on est plus malléable et je pense que les employeurs en général sont plus exigeants. C'est aussi, moi j'ai fait des quantités de réunions à 19 ou 20 heures le soir, donc ça va un temps, quoi. Puis après, on a envie de... on a aussi chacune des enfants et il y a un moment donné où c'est un peu moins compatible. Donc, vous n'êtes pas dans un CAUE où a priori vous avez une pression politique, notamment puisque votre financement est en partie lié au département et aux collectivités. A priori, cette pression-là, vous la sentez? Ah non, on va être clair, on n'a pas de pression forte. Non. On a entendu parler d'un ancien directeur qui était beaucoup plus exigeant vis-à-vis de ses salariés. Nous, on a aujourd'hui la chance de ne pas être dans cette situation-là. Mais après, en fait, là, actuellement, on a aussi les problématiques de construction. Nous, on est lié à la taxe d'aménagement et du coup des constructions. Et donc, il y a une crise aussi de l'immobilier, des constructions. Et donc, nous, notre pourcentage va être lié à ça. Donc, c'est ça qui peut-être qui plane. Voilà. Donc ça, on va le sentir, par exemple, peut-être qu'on le pressent sur le conseil aux particuliers. Il y a moins de demandes. Donc, ça, nous, on va le sentir sûrement avec un décalage. Mais ça va sûrement... C'est ce qui était le cas pour la phase où le CAUE a connu des difficultés financières. Donc, je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais... Il y a un temps de retard, mais c'est lié à la construction. C'est aussi politique. Dans les départements où on construit beaucoup, évidemment l'Île-de-France, les territoires, les départements littoraux où il y a une forte attractivité, en général, les CAUE ont plus d'argent que la Creuse et la Moselle, quoi, clairement. Il y a un schéma qui est évident là. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système de répartition. Vous avez parlé tout à l'heure que les grandes villes type La Rochelle, etc., avaient des paysagistes au sein de leur commune. S'il y avait un poste qui se libérait dans les communes, je veux dire, est-ce que c'est à peu près le même type que le CAUE, ou alors c'est une autre forme encore de métier du paysagiste, pourtant parce que c'est comme du domaine public, mais est-ce que ça change? Est-ce que ça vous intéresserait d'y aller Tu nous fais parler sur les coulisses. Non, parce que... On ne diffuse pas ça à la CDA de La Rochelle, merci. On est en train de recruter une nouvelle architecte, et cette personne a candidaté à la CDA et au CAUE, et elle est partie à la CDA, alors qu'on était... c'est le comité d'agglomération de La Rochelle. Donc elle va travailler à 2 km.
Après, les paysagistes travaillent plus sur les documents d'urbanisme, non? Sur la planification. Ouais. Après, moi, je trouve qu'il y a Je une sais idée de... Enfin, pour moi, en tout cas, je suis contente de travailler à l'échelle départementale pour cette variété de paysages, de communes, d'échelle de collectivité, etc. Quand on travaille à la CDA de La Rochelle, on travaille que sur La Rochelle et le périurbain. Et les sujets ne sont pas les mêmes. Alors, on pourrait penser aussi qu'ils sont plus riches, plus enrichissants et plus... Mais personnellement, ça, c'est chacun après qui... Mais c'est pas... Non. Non. Puis après, il y a une question aussi de personnes et de fonctionnement et de problématiques. Les problématiques de la CDA de La Rochelle ne sont pas les nôtres. C'est important parce que souvent, vous avez tendance à opposer public, privé. C'est ça qui faisait la distinction entre ce qu'on va faire dans notre quotidien. Alors que nous, c'est plus nuancé que ça. Il faut que vous soyez beaucoup plus clair sur... Vous avez vu toutes les missions que font porte les paysagistes ici en CAE. Vous avez compris ce que fait Guillaume. Alors, on avait Guillaume qui est à la lèvre par donc l'ESA au CAE. On avait Adrien qui est à l'agence base sur l'antenne Bordeaux. Et on avait Louis qui est à Colt sur le bureau d'études en environnement spécialisé sur les énergies renouvelables. Ouais. Voilà, c'était déjà très diversifié. On sait quand même que cette ouverture en matière de diversité typologique de pratiques professionnelles, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver en France. C'est hyper important de tout essayer en fait. Parce que c'est en essayant que vous comprendrez ce pourquoi vous êtes fait ou ce qui vous plaît. Moi, je ne l'ai pas noté, mais j'ai fait 6 mois dans une agence qui faisait plutôt de l'étude environnementale et de l'implantation d'éoliennes il y a longtemps. Et ça ne m'a pas plu en fait. Mais j'étais contente de le découvrir. Voilà, j'ai testé pendant 6 mois. Après, il y avait d'autres raisons aussi, mais c'est en faisant qu'on... Suivant la taille de ces structures, j'ai pas de paysagiste en tête là tout de suite comme ça qui pourrait venir vous témoigner de son quotidien, mais c'est souvent des structures où il y a beaucoup de cloisonnement entre les différentes missions, même pas les différentes disciplines, les différentes missions, beaucoup des services, beaucoup de hiérarchie ou une espèce de fonctionnement assez lourd. Et c'est vrai que alors après les paysagistes qui sont on pourrait dire il y a des paysagistes qui travaillent dans les services techniques, donc du coup par rapport à notre profil de paysage qu'on apprend à l'école, ça peut fonctionner. Par exemple, il y a une paysagiste qui a travaillé dans un bureau d'études très longtemps et puis maintenant qui est à la ville de Pau, qui s'appelle Julie Drevet. Et Julie, elle dirige les services techniques des espaces verts, en fait. Donc, elle a un poste de direction. Et c'est très technique. C'est la gestion des équipes de jardiniers, etc. Donc, voilà, c'est des missions qui sont presque assez éloignées, en fait, de la conception. Vous avez d'autres paysagistes qui vont effectivement être plus dans la stratégie. Donc, les plans, là, je pense que c'est plutôt ceux qui travaillent... J'en vois pas trop qui travaillent dans les communautés de communes là-dessus, si c'est possible. Ouais, c'est plutôt des urbas, dans les agences d'urbain. À la CDA de La Rochelle, il y a une paysagiste qui travaille plutôt pour le service études urbaines, donc plutôt de la planif. Ouais. Mais ce que je ne comprends pas, mais j'ai pas eu la réponse encore, c'est qu'elle travaille sur un territoire de la CDA, donc 5-6 communes, mais sur les autres, il n'y a pas de paysagiste. Alors, je ne comprends pas. Oui, elle travaille que sur 6 communes, quoi, on va dire. Et à la Carreau, donc la communauté d'agglomération de Rochefort, il y a une paysagiste également qui travaille. Et comme Rochefort est entouré d'un site classé avec les marais de brouage, cette personne, elle travaille beaucoup pour l'accompagnement des agriculteurs qui ont des projets agricoles qui vont avoir des impacts sur le paysage. Donc elle travaille très peu sur l'espace, enfin très peu. En tout cas, elle travaille beaucoup avec les agriculteurs sur l'aménagement des sites agricoles dans la Carreau, dans la communauté d'agglomération, et pas beaucoup sur les espaces très urbains en fait. Mais là, c'est pareil, ce sont des choix politiques. Et ils sont entourés d'un site classé. Donc eux, ils ont besoin d'avoir une réponse
qui conviennent auprès de l'inspecteur des sites, donc ils sont embauchés une paysagiste pour Alors ça. merci, c'est l'exemple caractéristique. Voilà. C'est quelqu'un qui est embauché par une communauté d'agglomération et qui bosse principalement sur des territoires agricoles. J'adore. C'est super. Milena Gross. Ah, mais oui, mais toujours. C'est toujours compliqué. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais, ils sont déjà... Le réveil ce matin a été trop tôt, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci pour l'accueil. Merci pour votre présentation.